Très heureux de vous savoir à l'écoute et bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je me demande comment la France peut réussir sa transition énergétique, sortir de sa dépendance aux énergies fossiles alors que la guerre en Iran nous rappelle que notre époque est très incertaine sur les prix et l'accès à l'énergie. Bonjour Clément Caudron. Bonjour. Tu es un ingénieur, chef de projet au Shift Project. C'est un think tank présidé par Jean-Marc Jancovici. En toile de fond de cet épisode, il y a le réchauffement global de la planète qui est dû aux activités humaines et qu'il faut contenir pour conserver une planète habitable. Alors on parle souvent de transition écologique comme un horizon parfois perçu comme lointain. Le Shift Project, lui, vient de publier un rapport qui change la focale, réussir la transition dans l'incertitude, la méthode Shift en 20 chantiers. C'est le titre de ce rapport, pas de grands scénarios idéaux, juste une question brutale, qu'est-ce qui se passe si l'on rate l'un de ces chantiers? La réponse est assez claire, si la France ne change pas d'échelle et échoue sur ces chantiers de transformation prioritaire, alors elle n'atteindra que la moitié de ses objectifs climatiques pour 2050 et resterait prisonnière de milliards d'euros d'importation de pétrole et de gaz. Alors pour remettre ça en perspective, 60 à 120 milliards, c'est autant que le budget de la défense nationale ou de l'éducation nationale dans la fourchette haute. Clément, tu as copiloté ce rapport. Alors, dans cet épisode, on ne va pas faire le tour du désastre par le détail, mais on va parler de ce qu'on peut faire maintenant, dans quel ordre et pourquoi ça peut marcher selon The Shift Project. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Ingénieur, tu travailles sur des scénarios de décarbonation à l'échelle de toute l'économie française. Alors, c'est pas le job le plus courant. Qu'est-ce qui t'a amené à ce défi? Bonjour Simon, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Et donc effectivement, moi je suis ingénieur de formation, donc avant de rejoindre le Shift, j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie. Voilà, j'ai rejoint le Shift en 2024 et c'est vrai que moi je travaille sur ce qu'on appelle le bouclage énergie-climat, c'est-à-dire de réfléchir des scénarios cohérents de décarbonation, en l'occurrence de l'économie française, c'est-à-dire qu'on a une approche multisectorielle, mais il faut, comme on dit, que ça boucle, c'est-à-dire que ça produise une trajectoire qui soit cohérente. Une boucle cohérente. Et tu étais dans l'industrie, là, tu es toujours ingénieur. Cette expérience t'est très utile alors que tu es face à des données aujourd'hui? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'au Shift, on est beaucoup à avoir un profil ingénieur, hein. On n'est pas que des ingénieurs, mais enfin, c'est quand même une bonne partie de l'équipe. Et ça peut se comprendre parce que c'est vrai qu'on est sur un sujet où le problème lui-même est un problème scientifique, hein, que ça soit le réchauffement climatique ou l'épuisement des ressources fossiles. Les solutions sont en partie techniques. Je dis en partie parce qu'elles sont aussi politiques, économiques, organisationnelles et tout ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, elles appellent à une vision systémique. Et c'est vrai que l'ingénieur peut être assez bien outillé là-dessus pour essayer d'embrasser un grand nombre d'enjeux complexes et de voir comment ils s'articulent les uns avec les autres. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On n'est pas les seuls, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et merci d'être là avec nous pour essayer de mieux comprendre ce problème. Pour bien comprendre la suite de l'épisode, j'indique que la France a déjà une stratégie pour atteindre la neutralité carbone en 2050, des objectifs climatiques, des lois énergie-climat. Alors on pourrait se dire que des plans existent, qu'on peut les laisser tourner. Et puis il y a aussi une objection classique que j'entends souvent quand on me parle d'écologie. La France, c'est seulement 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors à quoi cela sert-il? Pourquoi faut-il accélérer maintenant selon les calculs du Shift Project? Oui, alors il y a plusieurs questions dans ta question. Effectivement, sur l'objection récurrente, comme quoi on n'est que 1% des émissions. Alors, bon, déjà, il faut que tout le monde fasse sa part. 1% de tout ce qu'émet l'humanité, c'est quand même un gros morceau. Ensuite, la France a quand même encore une certaine aura qui permet d'espérer un certain effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains pays en vue s'y mettent sérieusement, ça peut donner des bonnes idées à d'autres. Et puis, tu l'as évoqué, on fait tout ça pour le climat, mais pas que. On fait aussi ça pour tendre vers plus de souveraineté énergétique. Et ça, pour le coup, si on est les seuls à le faire, c'est un avantage par rapport aux autres. L'idée d'accélérer le mouvement qui est déjà initié, hein, il y a des plans européens, français. Pourquoi faut-il accélérer selon vous le Shift Project? Alors, tu l'as dit, effectivement, il y a déjà toute une série de choses qui sont en place et dont pas mal de choses qui vont dans le bon sens, hein. Donc, il s'agit pas de dire qu'il y a rien qui est fait, loin de là.
Nous, simplement, la question qu'on se pose, c'est effectivement à quel rythme il faut aller, à quelle échelle tout ça doit prendre pour qu'on soit dans les temps par rapport à nos objectifs climatiques et de décarbonation qui sont quand même très contraignants. Si tu veux, c'est pour ça qu'on a essayé de structurer ça. Tu l'as évoqué en chantier. On a dit, en fait, ce travail là qui vient de sortir, on l'a structuré en deux piliers. On a dit premier pilier, quels sont les sujets incontournables. Alors, on prétend pas que la liste est exhaustive, mais on dit, nous, il y a au moins cette vingtaine de sujets absolument majeurs. Et donc, évidemment, c'est des sujets, il y en a certains qui vont pas surprendre les gens, la voiture électrique, l'isolation des bâtiments, etc. Mais la question, c'est comment on fait en œuvre très concrètement pour qu'ils adviennent. On dit quel est l'alignement de planètes, c'est-à-dire l'alignement de conditions de réussite très concret qu'il faut mettre en œuvre pour que tel ou tel chantier se produise. Je prends un exemple tout simple. Dans ces 20 chantiers, il y a le déploiement du train. Nous, on dit il faut tripler le trafic ferroviaire d'ici à 2050. Bon, mais très bien. Est-ce qu'on a le réseau ferroviaire pour ça? Est-ce qu'on a suffisamment de trains pour ça? Est-ce que l'industrie ferroviaire peut produire suffisamment de trains pour ça? Est-ce qu'on a suffisamment de gens pour conduire les trains, pour contrôler, en tant que personnel de gare, etc. Donc, tu vois, c'est des questions comme ça très très concrètes qu'on se pose sur chacun de ces 20 chantiers. Et puis, il y a l'autre volet de la question, le deuxième pilier de notre analyse, qui est de dire, bah oui, mais si certains chantiers échouent, alors qu'est-ce que ça fait? À quel point c'est grave, à quel point c'est critique, si tout ou partie de ces chantiers ne réussissent pas ou pas suffisamment vite ou pas totalement. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on s'est situé. Et là où on arrive au fait qu'il faut effectivement accélérer sur tous les fronts, ce qu'on constate, c'est quand même que la plupart de ces chantiers, il faut les réussir pleinement si on veut effectivement que la France réussisse sa décarbonation dans les temps. Donc c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Mais par contre, ça va être exigeant, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment mettre en œuvre les conditions de réussite de ces 20 chantiers. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a aucune marge de manœuvre. On n'est pas obligé de parfaitement réussir les 20 à la fois. Mais la marge de manœuvre est pas énorme et il faut globalement être très ambitieux si on veut atteindre nos objectifs au global. C'est possible, ça peut réussir, mais vous avez donc aussi modélisé comment ça peut rater. Vous avez simulé ce qui se passe si la France échoue dans certains de ces chantiers. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette méthode déjà et des marges de manœuvre que vous voyez d'ici 2050? Alors effectivement, ça c'est une des originalités de notre approche, c'est qu'on a modélisé des scénarios où tout se passe pas comme prévu et où des choses ratent. Alors, tu sais, souvent dans les scénarios, on peut avoir un peu l'impression que tout se passe bien, donc voilà, on met en place un certain nombre de mesures et puis bah on atteint la neutralité carbone en 2050 et on a presque l'impression que c'est facile quelque part. Et donc nous, on a voulu se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe si certaines choses ratent, partiellement ou totalement, avec l'idée aussi de montrer que précisément ça va pas être facile hein, et de se préparer un petit peu à tout ça. Et c'est ce qu'on entend, nous, on revendique, tu sais, le terme de stratégie de transition robuste. Et donc, la robustesse, qu'est-ce que c'est au sens de l'ingénierie? Bah, un système robuste, c'est un système qui continue d'atteindre son objectif, même quand tout se passe pas comme prévu. Même quand il y a des perturbations extérieures, même quand il y a des composants au sein du système qui cassent, etc. Le système est globalement conçu de façon robuste et donc il va atteindre son objectif. Bah, nous, c'est un peu pareil, on se dit, on veut une transition robuste, c'est-à-dire qui permette à la France d'atteindre ses objectifs, dans le monde réel, où tout va pas se passer comme prévu, où on va avoir des chocs extérieurs, où on va avoir des retards industriels, on va avoir tout plein de choses. On peut pas forcément les prévoir en détail d'ailleurs, puisqu'une des caractéristiques de notre monde, c'est qu'il est non seulement instable, mais aussi incertain. Et donc, faut réussir quand même dans ce contexte-là. Et donc, tu l'as dit, ce qu'on s'est amusé, entre guillemets, à modéliser, en fait, nos 20 chantiers, on les a mis en chiffres, mais à chaque fois, on n'a pas raconté une seule version de l'histoire, on en a raconté trois. Donc, et si le chantier réussit très bien, et s'il réussit moyennement bien, et s'il réussit pas très bien. Et donc, à chaque fois, ben, alors du coup, une fois qu'on a ça, dans notre modèle, dans notre outil de modélisation, ben, on peut jouer avec et se dire, bah tiens, si tous les chantiers réussissent à fond, ça donne quoi? S'ils ratent tous complètement, ça donne quoi? Et puis évidemment, toute la palette de situations intermédiaires, on peut avoir des situations où une partie des chantiers réussit, mais une autre partie ne réussit pas, et on se retrouve dans des situations bizarres. Je te prends un exemple, si tu réussis par exemple tout ce qui est l'électrification des usages, donc tu réussis à électrifier les transports, les moyens de chauffage et l'industrie, mais simultanément tu rates les chantiers de production d'électricité, renouvelable et nucléaire, et ben là tu te retrouves dans une situation où à terme tu manques d'électricité, tu vois. Donc
c'est de mettre aussi comme ça des combinaisons particulières qui pourraient mettre le système en tension. Un plan robuste pour une transition robuste, c'est d'ailleurs l'intitulé de ton poste. Tu es chef de Oui. projet pour la transition robuste au Shift Project. Les chantiers sont nombreux, vous en avez listé 20. Alors, dans notre contexte d'actualité, les crises internationales se succèdent, parfois nationales. Elles nous mettent de plus en plus nettement face au concept de souveraineté énergétique. On perçoit que dans nos économies qui sont encore très dépendantes au pétrole, il y a une convergence entre cette notion d'indépendance énergétique et la recherche de la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ce même pétrole. Alors, pour garantir notre souveraineté et atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050, votre rapport dissèque donc l'économie française à travers des batailles structurelles qui touchent absolument tous les rouages de la société. Alors, plutôt que de simples objectifs climatiques, vous décrivez une transformation radicale qui implique de bâtir de nouvelles infrastructures, de réinventer l'industrie lourde, de bouleverser, tu le disais, nos habitudes de déplacement, l'électrification notamment, la mobilité, tout en ayant mis en avant un besoin important de formation en urgence de centaines de milliers de travailleurs. Face à l'urgence, votre constat est sans appel. La France a pris un retard tel qu'elle n'a plus le droit à l'erreur et doit mener la totalité de ces transformations de front pour espérer retrouver des marges de manœuvre d'ici 2040. Alors, on va s'arrêter sur ce point. Qu'est-ce qui se cache derrière la notion de on n'a plus le droit à l'erreur concrètement? Bah, typiquement, si je reprends ce que je disais sur les différentes versions de l'histoire qu'on a imaginées pour nos différents chantiers, quand j'ai dit on peut ensuite donc jouer une histoire dans laquelle nos 20 chantiers réussissent parfaitement, et on peut, à l'inverse, jouer une histoire dans laquelle nos 20 chantiers échouent. Si nos 20 chantiers réussissent parfaitement, globalement, on arrive à sortir presque totalement des énergies fossiles d'ici à 2050. Donc en termes de souveraineté énergétique, on ne dépend plus du pétrole et on ne dépend plus du gaz non plus. Par rapport à une situation actuelle où voilà, nos transports sont très dépendants du pétrole, nos bâtiments et nos industries sont très dépendants du gaz. Là, vraiment, on sort totalement des énergies fossiles. Et du point de vue climatique, on atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on émet encore un peu, mais c'est compensé par les puits de carbone. Et puis en termes de budget, tu sais, on peut aussi regarder le cumul des émissions et dire est-ce qu'on reste sous le budget auquel on a droit pour maintenir le réchauffement sous les plus de degrés, en tout cas la part de la France qui contribue à cet objectif. Et ben si tous nos chantiers réussissent, on reste assez largement en dessous du budget qui correspond aux plus de degrés. Donc voilà, sortie des énergies fossiles, atteinte de la neutralité carbone et tenue du budget plus de degrés. Ça, c'est si tous nos chantiers réussissent très bien. Donc si tous nos chantiers réussissent très bien, non seulement on est bon, mais en plus on a même une petite marge en termes de budget. Si tous nos chantiers ratent, là c'est pas du tout la même histoire. Donc là évidemment c'est le cas extrême inverse, où tout vraiment tout se passe très mal. Là on est encore très très dépendant des énergies fossiles en 2050. Ce qui veut dire que pendant 25 ans encore, et puis même au-delà, on est à la merci des chocs pétroliers et gaziers comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment. On émet encore sur le plan climatique à peu près la moitié de ce qu'on émet aujourd'hui en termes d'émissions de CO2 en 2050, dans cette optique où tout se passe mal. Donc on est très 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 loin de nos objectifs climatiques, d'autant plus que en 25 ans seulement, on crame, pardonne-moi l'expression, mais tout le budget carbone pour les plus de degrés, on le crame en seulement 25 ans et ensuite on en a plus. C'est-à-dire qu'ensuite, et comme ensuite on continue à émettre, ça veut dire qu'on va malheureusement continuer ensuite à dégrader la situation. Donc c'est assez intéressant parce que tu vois, ce choix de 20 chantiers, entre s'ils réussissent ou s'ils ratent, c'est vraiment la différence entre une France qui réussit sa décarbonation et ses objectifs climatiques ou une France qui les rate. Ça se joue clairement, on peut considérer que ça se joue clairement et notamment sur ces 20 chantiers. Et évidemment, avec des choix de politique publique qui doivent s'affirmer, se poursuivre, vous listez 20 chantiers, mais si tu devais dire à un élu ou un citoyen, un chef d'entreprise, voilà les 3, 4 qu'il faut absolument réussir, sur lesquels il faut absolument agir, là, tout de suite, maintenant, dans les 3 prochaines années, ce sont lesquels et pourquoi c'est urgent d'accélérer? Ah oui, alors ça c'est difficile parce que nous les 20 qu'on a retenus sont fondamentaux et ils jouent pas tous le même rôle, mais ils ont pour caractéristique commune d'être tous critiques, d'être tous très importants.
Et puis donc là, évidemment, ça dépendrait à qui je m'adresse, à quelle personne, dans quelle industrie ou aux commandes de quel territoire, typiquement. Mais pour essayer quand même de répondre, bon, il y a quand même quelque chose qui est vraiment le nerf de la guerre, hein, au premier ordre, si je dois vraiment simplifier à l'extrême, c'est l'électrification des usages. C'est-à-dire que le fait de remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, le fait de remplacer les camions diesel par des camions électriques, parce que ça on le sait moins, mais les camions électriques maintenant sont matures, c'est une solution mature qui fonctionne. Donc là, il faut remplacer les camions thermiques par des camions électriques, remplacer les chaudières gaz et fuel par des pompes à chaleur électriques, qui sont des moyens de chauffage électrique, mais autrement plus efficaces que les chauffages électriques classiques à effet Joule. Électrifier aussi une bonne partie des procédés industriels. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et si je me cantonne aux trois premiers, donc voiture électrique, camion électrique, pompe à chaleur, rien que si on fait ces trois chantiers à fond, on réduit d'un tiers les émissions de CO2 de toute l'économie française. Donc tu vois, seulement avec trois chantiers. Donc c'est vraiment absolument majeur. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, tous les chantiers sont critiques, mais voilà, on va dire au premier ordre, je te répondrai à ça. L'électrification, en effet, hein, dans nos foyers, dans nos mobilités. Alors, vous allez dans le détail avec aussi ce qu'on a tous en tête. Alors, l'exemple typique des voitures électriques, les consommateurs ne semblent pas contre l'idée de passer aux véhicules électriques, mais se posent régulièrement la question de l'accès à ces véhicules en termes de budget. Vous dites qu'il faut électrifier les véhicules, mais pas à n'importe quel prix. Vous ciblez, vous appelez de vos voeux un développement de petits véhicules électriques. Pourquoi d'abord? Pour une question d'argent, avec un seuil à 15 000 euros, je crois. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit qu'il fallait remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, l'idéal est de le faire pas avec des gros SUV électriques. Alors déjà, ça va pas être du un pour un, hein, parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait moins de voitures et qu'elles circulent moins, hein. On a tout un pan de nos chantiers sur le report modal vers les vélos et les transports en commun et les trains. Et en plus, les voitures qui continuent à circuler, donc ils devront être des voitures électriques, mais des petites voitures électriques. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'une petite voiture électrique, elle consomme moins d'électricité qu'une grosse voiture. Elle consomme aussi moins de cuivre. Elle prend moins de place. Et aussi, elle coûte moins cher. Et là, on rejoint effectivement un des freins à l'adoption du véhicule électrique majeur, qui est évidemment le coût. Alors, même si il faut préciser deux choses. La première, c'est que si on regarde le coût total, en fait, le véhicule électrique est d'ores et déjà plus intéressant que le thermique, y compris sans les aides, parce que recharger en électrons chez soi, ça coûte 3 ou 4 fois moins que faire le plein à la pompe, et particulièrement en ce moment, parce qu'il y a moins de frais aussi de garagistes, etc. Enfin, donc c'est vraiment plus intéressant, mais une fois qu'on a dit ça, il reste quand même un coût d'entrée. Ce coût d'entrée, et c'est le deuxième point, il va avoir tendance à diminuer avec le temps, parce que en fait, le surcoût des voitures électriques, c'est la batterie, et les batteries sont de moins en moins chères. N'empêche que ici maintenant, il y a quand même un surcoût, et donc oui, il faut minimiser ce surcoût en faisant en sorte d'aller sur des petits véhicules électriques, et évidemment aussi en faisant en sorte d'avoir des dispositifs d'aide de diverses manières qui permettent aux ménages qui le souhaitent de franchir le pas. Le coût de la transition pour les ménages, pour les particuliers, c'est un sujet important. Alors, tu parlais de la rénovation chez soi, de changer son système de chauffage par des pompes à chaleur, qui semble être la technologie encouragée dans votre rapport, mais aussi par les politiques publiques et de dernières annonces, la rénovation pour gagner en efficacité dans ces logements. Alors, on se pose souvent la question de c'est cher, mais est-ce que dans vos 20 chantiers, il y a la notion ou une perception que la transition va faire économiser, va coûter moins cher que de ne rien faire? Oui, ça c'est clair. Alors ça pour le coup, nous ça c'est tu vois, c'est un peu le constat de départ. Nous on le chiffre pas finement puisque nous ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que nous on raisonne principalement en termes de flux physique. Donc on chiffre des choses, les modèles que j'évoquais, ils chiffrent des choses en termes d'énergie consommée, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation de cuivre, d'emplois aussi. Donc, combien d'emplois sont nécessaires pour tel ou tel chantier. Mais par contre, c'est vrai qu'on chiffre pas les choses en euros. Il n'y a pas un chiffrage budgétaire ou macroéconomique. Non pas que ça soit important, mais simplement nous, on n'est pas sur ce périmètre-là. Mais par contre, il est clair que si on regarde un peu les travaux de référence là-dessus, déjà, il faut regarder le point de départ. Tu l'as dit, hein, les énergies fossiles, ça nous coûte 60 milliards d'euros par an. Quand je dis nous, ça coûte à la France 60 milliards d'euros par an. C'est des importations, donc c'est des sommes qui quittent le territoire
en direction des pays exportateurs qui sont pas toujours des régimes très amicaux ou très démocrates. Et ça, c'est les années où tout va bien. Quand on est dans une année comme la nôtre, à savoir de choc pétrolier et gazier, ça peut coûter beaucoup plus cher. En 2022, c'était pas 60 milliards d'euros, c'était le double. Donc ça commence à être des sommes très très importantes. Alors qu'effectivement, si on veut faire la transition bas carbone, bah, c'est un ensemble d'investissements, privés ou publics, collectifs et ou individuels. Mais par contre, une fois que c'est fait, c'est sûr que ça nous coûte beaucoup moins cher. Voilà, ça nous coûte beaucoup moins cher et on est aussi beaucoup plus indépendant. 2022 avec cette date dans les mémoires de la deuxième attaque de la Russie sur l'Ukraine. Alors décarboner l'économie, c'est substituer partout où c'est possible le pétrole à d'autres sources d'énergie qui, elles, sont bas carbone afin de contenir donc ces fameuses émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Le Shift Project entend d'ailleurs poser sur l'élection présidentielle qui aura lieu en France entre le 11 avril et le 2 mai 2027. Et il y a un débat qui agite la vie politique française depuis des décennies, c'est celui autour du nucléaire et de sa place par rapport aux autres sources d'énergie décarbonées. En t'écoutant, je pense à tous ceux qui se déchirent sur le nucléaire ou le renouvelable, mais à la lecture de votre rapport, vous êtes très clair, pour vous, les deux sont nécessaires, mais dans vos modélisations, que se passe-t-il concrètement selon les scénarios? Il faut plus de nucléaire, plus de renouvelables, mais dans les mêmes proportions? Pourquoi les deux? Oui, oui, alors ça, évidemment, c'est un des gros débats récurrents qui tend malheureusement des fois à éclipser un peu le reste, alors que ce n'est qu'un des sujets parmi les nombreux sujets clés de la transition. Sur ce débat nucléaire renouvelable, nous, tu l'as dit, en fait, on est pour dire il faut pousser les deux. Il faut pousser les deux à fond. Il faut à la fois faire du nucléaire et faire du renouvelable. En fait, et on n'est pas les seuls à dire ça, hein. Il y a maintenant de plus en plus de gens qui sont sur cette ligne. Pourquoi on dit ça? Pour une raison assez simple. En fait, si tu regardes aujourd'hui, le gros de l'électricité française est produite par le parc nucléaire existant. C'est à peu près 70%. Et notre électricité est décarbonée à 95%, parce que le reste, c'est des barrages ou du renouvelable. Donc on pourrait se dire, bah, très bien, c'est déjà décarboné, il n'y a rien à faire. Sauf que là, on a deux problèmes qui s'ajoutent. Le premier, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'électricité qu'aujourd'hui pour électrifier tout ce dont on a parlé avant, les transports, les chauffages, l'industrie, etc. Et que d'autre part, notre parc nucléaire actuel, il vieillit. Il a été fait dans les années 80-90 en réaction au premier choc pétrolier pour des durées initiales de 40 ans. Bon, bah, les années 80-90 plus 40 ans, on arrive dans les années 2020-2030. Et donc se pose la question de la prolongation du nucléaire historique. Parce que si on fait rien, en fait, il y a une bonne partie du nucléaire actuel qui va fermer. Hmm. Et donc on va avoir moins d'électricité alors qu'on aurait besoin d'en consommer plus. Donc du coup, nous ce qu'on dit, c'est qu'il y a en fait un triple défi sur le système électrique. Il faut d'une part prolonger autant que possible le nucléaire historique, et on est en train de le faire, de prolonger jusqu'à 50 ans, il faut essayer d'aller jusqu'à 60 ans et même au-delà si c'est possible, dans des bonnes conditions de sûreté. Mais en parallèle, il faut prévoir la relève sous forme de nouveaux nucléaires. Ça, c'est le programme EPR2. Il faut absolument que du nouveau nucléaire puisse se substituer autant que possible à l'ancien au fur et à mesure qu'il va fermer, voire même s'y rajouter. Mais ça, le nouveau nucléaire, si tu veux, ça n'arrivera pas avant les premiers EPR2, c'est 2038. Bon, on sait que par le passé, on a pu constater un certain nombre de retards dans les... Je pense évidemment à l'EPR de Flamanville qui a eu 12 ans de retard, donc là, on espère que ça sera évidemment pas le cas pour le PR2, mais si on a un petit peu de retard en plus, le PR2 va arriver tard. Or, si on a besoin d'électricité en plus tout de suite pour électrifier un maximum de choses, bah là, c'est que le renouvelable qui peut le faire à court terme. Alors à très court terme, on est exportateur d'électricité, donc on a une petite marge, mais ensuite, une fois que cet excédent aura fondu, bah là, c'est le renouvelable qui peut prendre le relais. Et même à plus long terme, en 2050, euh, même avec beaucoup de PR2, nous, la fourchette haute qu'on imagine, c'est 14 PR2, ce qui est déjà énorme comme effort industriel. En fait, même comme ça, on n'augmente pas énormément la production totale française. Et donc, on est loin de pouvoir couvrir toute la consommation électrique uniquement par ça. Donc, que ce soit à court terme ou à long terme, il nous faut du renouvelable, beaucoup de renouvelable. Voilà. Mais à l'inverse, si on voulait tout faire qu'avec du renouvelable, il faudrait des rythmes de déploiement du renouvelable qui seraient très très compliqués d'un point de vue industriel. Donc nous, on est sur cet équilibre qui consiste à dire, pour être robuste, pour minimiser les risques, misons sur les deux à fond. Et donc, et pour finir de te répondre en un mot, dans nos calculs, on a pu tester justement ce que ça donne si on fait que l'un ou que l'autre. Bon, clairement, si on se prive des énergies renouvelables, en disant par exemple on fait un moratoire sur les énergies renouvelables, on manque d'électricité bas carbone à partir du milieu de la décennie 2030. Voilà. Et si on fait l'inverse, c'est-à-dire on dit on fait que du renouvelable et on arrête le nucléaire globalement,
c'est-à-dire qu'on prolonge pas le nucléaire existant et on fait pas de PR2. Là, les problèmes arrivent un peu plus tard, mais ils arrivent quand même. Et donc, dans la décennie 2040, on manque d'électricité bas carbone française. Voilà. Donc, la solution pour nous, elle est clairement là, de dire qu'il faut pas tomber dans un de ces deux écueils. Il faut pousser les deux à fond. Un besoin énorme d'électricité supplémentaire avec aussi des gisements d'économie d'énergie à prévoir en parallèle. Alors, un mot du cuivre. Il y a un angle dans votre rapport qui m'a vraiment surpris. Le cuivre, vous prévoyez un pic de la demande de plus 41% d'ici 2035 et le recyclage ne couvrira que 25% des besoins avant 2030. Alors, ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans le débat public. Pourquoi vous le mettez en avant? Est-ce que ça ne pourrait pas être là, quelque part, le vrai talon d'Achille de la transition en termes de matériaux? Pourquoi c'est si important, ce métal, le cuivre? Il est présent partout dans la transition? Alors effectivement, ça c'est une nouveauté de ce travail du shift. On a voulu regarder pas uniquement les flux d'énergie, mais aussi les flux de matières premières, en l'occurrence de métaux. Alors on aurait pu regarder plein de choses, hein. Il y a plein de métaux qui sont importants, le lithium, le cobalt, etc. Le cuivre, c'est quand même le métal clé de la transition parce que c'est un très bon conducteur électrique. Et donc, comme on l'a dit, la transition, c'est notamment électrifier plein de choses. Et donc, pour électrifier plein de choses, on a besoin de beaucoup de cuivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cuivre avant la transition, hein. Il y a d'ores et déjà plein de cuivre dans l'économie telle qu'elle fonctionne. Mais c'est sûr que pour électrifier, il nous faut plein de cuivre en plus. C'est pour ça qu'on a un pic au début. Le temps de remplacer tous nos équipements thermiques par des équipements électriques, ça va demander beaucoup de cuivre. Ensuite, une fois qu'on a constitué ces stocks d'équipements électriques, quand ils arrivent en fin de vie, on peut repiocher dedans du cuivre grâce au recyclage. Et donc là, notre besoin, ce qu'on appelle en cuivre primaire, c'est-à-dire vraiment qu'on extrait du sol, notre besoin en cuivre primaire va diminuer. On va pouvoir couvrir davantage par du recyclage. Mais donc c'est vrai qu'il y a cette tension à prévoir sur la ressource cuivre au début, qui plus est dans un contexte où on n'est pas la seule à faire, on n'est pas le seul pays à faire notre transition. Et donc oui, il peut y avoir comme ça un sujet. Alors de là à dire que c'est un angle mort ou un goulot d'étranglement, pas forcément, mais on va dire que c'est une tension potentielle qu'il faut anticiper. Et j'allais dire ce qui tombe bien entre guillemets, c'est que de toute façon, les mesures qui permettent de se prémunir de ça sont les mêmes que celles qui permettent d'économiser de l'énergie et qu'on aurait donc dû faire de toute façon. C'est-à-dire que quand je te disais tout à l'heure que quand on défend la voiture électrique, c'est pas remplacer tout le parc actuel par des gros SUV électriques, c'est faire moins de voitures et des plus petites voitures. Ça répond à des objections de consommation électrique, mais aussi de consommation de cuivre. C'est à la fois ce qui minimise notre consommation d'énergie et de cuivre. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas juste de faire une électrification bourrine, si je puis dire, mais c'est de faire une électrification sobre sur le plan énergétique et matériel. Oui, le cuivre, hein, des câbles électriques jusqu'aux pompes à chaleur, les lignes de train, les bornes de recharge de véhicules électriques. Alors c'est une forme de dépendance puisque nous n'avons pas de cuivre. Nous l'importons ici en France depuis le Chili, le Congo, la Chine. Notamment. Des questions me restent à te poser. On va les évoquer assez rapidement, mais il est important de parler de ce qu'on peut qualifier de choc de compétences, le choc des compétences. Votre rapport pointe un autre défi, 100 000 travailleurs supplémentaires dans l'énergie nucléaire sont nécessaires, le doublement des effectifs, mais aussi dans le solaire et l'éolien, puisque la demande va augmenter. Et en face, il y a aussi des emplois qui vont péricliter, notamment dans la mécanique automobile, du fait de l'électrification des véhicules qui nécessitent moins de travaux en ce sens. Alors comment on orchestre cette révolution du point de vue social sans laisser les gens sur le carreau? Comment vous l'avez modélisé ou envisagé dans votre rapport, ça, le choc des compétences? Alors ça, c'est un enjeu absolument crucial qui est souvent un peu invisibilisé à tort. Nous, sur les 20 chantiers, à chaque fois, dans les planètes alignées, on s'est systématiquement posé cette question euh, des enjeux de recrutement et de formation. Alors évidemment, on a zoomé plus particulièrement sur certains chantiers où c'est particulièrement critique. Euh, je pense par exemple à la rénovation des habitations. Ça, c'est pas tellement une question de rupture technologique. On sait le faire. C'est surtout une question de est-ce qu'on a les bras pour le faire. Il y a des questions budgétaires aussi, mais c'est beaucoup une question de recrutement et de formation des artisans, qui peuvent être aussi des reconversions, des gens qui travaillaient dans le neuf et puis là, qui là vont se reconvertir dans la rénovation. Ça s'anticipe, ça se planifie.
C'est des dynamiques de temps long. Il faut pas 5 minutes pour former quelqu'un. Alors, on peut aller un petit peu plus vite si on est en formation continue. Formation initiale, on est sur des délais encore plus longs. Mais tu comprends bien, voilà, que ça se compte en années. Entre le moment où on dit, bah tiens, il faudrait créer un nouveau diplôme, et puis le moment où effectivement les gens sont sortis de ce nouveau diplôme et peuvent être embauchés, bah c'est des constantes de temps importantes. Et donc ça s'anticipe et ça se planifie. Et donc, et au sein des enjeux d'emploi, il y a un peu trois sous-questions. Il y a les questions vraiment de recrutement, c'est-à-dire que là, qu'on a besoin de personnes en plus. Tu peux avoir des questions de formation, c'est-à-dire où tu as suffisamment de gens, mais ils n'ont pas encore les bonnes compétences et bon savoir-faire, donc il faut les former. Et puis, tu as des questions aussi de reconversion ou d'accompagnement dans les secteurs qui, tu l'as évoqué, hein, du fait de la transition, vont être en contraction. Là, on a un exemple, par exemple, c'est le transport routier. Nous, on dit, bon, d'une part, il faut électrifier les camions, ça c'est une chose, mais aussi, il faut qu'il y ait moins de camions qui circulent, il faut un report vers le fret ferroviaire. Mais ça veut dire que du coup, on va contracter l'emploi des chauffeurs routiers. Et donc la question, c'est comment on organise ça. Et donc là, il faut regarder de manière précise. En fait, c'est un secteur qui aujourd'hui a le problème inverse, c'est-à-dire qu'il a des tensions sur le recrutement. Il a du mal à recruter. Bon, bah, dans un premier temps, ces tensions, du coup, vont s'alléger si on est effectivement sur une réduction comme ça des volumes. Et puis dans un deuxième temps, il y a la pyramide des âges qui peut jouer. C'est-à-dire qu'il y a des chauffeurs qui de toute façon seraient partis à la retraite. Et puis dans un troisième temps, par contre, bah là, ça conduit à des suppressions d'emplois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument anticiper avec les employeurs, avec les syndicats, et de se dire, bah voilà, compte tenu des profils, vers quoi ces gens peuvent se reconvertir. Est-ce qu'il est réaliste d'imaginer qu'ils pourraient devenir, par exemple, chauffeur de bus, chauffeur de train, etc. Ou est-ce que c'est pas réaliste, etc. Mais il faut se poser ces questions et se les poser suffisamment en amont pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Recrutement, formation, reconversion, tout cela à planifier. Alors, il y a beaucoup de sujets de la vie quotidienne dans le rapport, mais qui sont très discutés, dont on a moins parlé. Je les cite quand même, 25 des trajets du quotidien, devraient pouvoir se faire, en vélo. Vous l'appelez, Mmh, de vos tout à vœux. fait. Une très forte accélération, des déplacements, en train, en plus du fret ferroviaire et puis, sur notre alimentation, en tout cas en amont, sur l'agriculture qui pèse 20 de nos émissions de gaz à effet de serre. Une réduction drastique du cheptel bovin, car il est le principal émetteur de méthane, hein, des gaz à effet de serre, avec une proposition de le remplacer par plus de légumineuses. En quoi ça consiste concrètement? Ouais, alors les légumineuses, alors oui, effectivement, sur l'agriculture, si tu veux, c'est un secteur qui est un peu difficile à cerner parfois pour les gens parce que c'est un secteur qui est pas très énergivore, mais qui est très émetteur de gaz à effet de serre. Alors je m'explique, l'agriculture, c'est que 3 ou 4 de la consommation énergétique française, mais c'est environ 20 des émissions. Et alors on se dit comment c'est possible? Ben en fait, tout simplement parce que le gros des émissions agricoles ne vient pas de la combustion de l'énergie, comme c'est le cas dans la plupart des autres secteurs, mais vient d'autres choses. Et tu l'as dit, ça vient d'une part des émissions de méthane de l'élevage, notamment de l'élevage bovin, et d'autre part des émissions de protoxyde d'azote des engrais. Et donc du coup, nous là, on a deux chantiers donc dans notre travail, un sur l'élevage, un sur les engrais. Sur l'élevage, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut réduire l'élevage bovin, mais pas n'importe comment. Il faut le réduire de manière sélective, parce que en fait, ce qui pose problème, c'est surtout l'élevage intensif. L'élevage extensif, c'est-à-dire l'élevage en prairie, lui, il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue climatique parce que les prairies permettent de stocker du carbone. Et donc ça, si tu veux, de dire on réduit l'élevage bovin en général, mais en sanctuarisant l'élevage en prairie, ça c'est quelque chose qui est pertinent d'un point de vue climatique. Et puis sur l'autre enjeu, donc que sont les engrais, alors là le problème c'est qu'on utilise beaucoup des engrais euh, artificiels, des engrais de synthèse, des engrais azotés, qui sont faits à partir de gaz. Donc non seulement on est dépendant du fossile, mais en plus quand on fait l'épandage de ces engrais, donc ça émet des gaz à effet de serre, je disais du protoxyde d'azote. Et donc là pour se passer de ça, il y a plusieurs angles complémentaires. D'une part, il y a moyen de décarboner la production de ces engrais avec de l'hydrogène. Ça, c'est quelque chose qu'on étudie dans le cadre de l'industrie. Mais on peut aussi se passer autant que possible, enfin réduire la consommation d'engrais en ayant recours effectivement à ce que tu évoquais, à ce qu'on appelle les légumineuses. Donc là, les légumineuses, alors très concrètement, par exemple, les lentilles, c'est des légumineuses. En fait, c'est une vaste catégorie qui ont une sorte de super pouvoir qu'on appelle la fixation symbiotique. Alors, je plaisante hein, évidemment en disant super pouvoir, mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'elles vont pouvoir prendre de l'azote qui est présent dans l'air, dans l'atmosphère, et or les plantes ont besoin d'azote. Et donc ça veut dire que là où il faut
pour les autres cultures apporter cet azote par des engrais de synthèse, des engrais artificiels, les légumineuses, elles vont pomper elles-mêmes l'azote dans l'air ambiant. Donc non seulement pour elles-mêmes, mais en plus elles enrichissent le sol, ce qui peut servir aussi à d'autres plantes. Et donc ça, si tu veux, quand tu déploies la culture des légumineuses, tu peux réduire fortement ta consommation d'engrais azotés. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument majeur. Aujourd'hui, les légumineuses, elles jouent pas un rôle suffisant en termes de surface cultivée, donc il faut fortement les développer. Mais là aussi, ça implique toute une série de choses à mettre en œuvre en termes de compétences, d'infrastructures, etc., pour que ça se passe bien. Oui, et puis je signale que vous soulignez qu'en cas de réduction très importante du cheptel bovin, et puis de manière générale, il faut un accompagnement très précis des agriculteurs eux-mêmes, avec une sorte de pacte, quelque part, où ils font cette part du chemin pour réduire les émissions, mais il faut que la société et les politiques publiques aillent vers eux, évidemment, pour compenser un peu les difficultés auxquelles ils feront face. Alors, deux mots, on parlait de Tout à fait. l'électricité tout à l'heure. Les Français sont particulièrement adeptes de l'intelligence artificielle, avec notamment de plus en plus de voix qui s'élèvent pour évoquer l'impact environnemental de ces technologies et notamment son besoin en énergie, en électricité. Va-t-on vers des conflits d'usage à l'horizon 2040-50 à mesure que ces plans d'électrification vont aboutir et qu'en même temps on prévoit une multiplication parfois par 10 de la consommation des besoins en électricité des data centers. Vous avez modélisé ça aussi avec une position assez tranchée là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors, c'est ce que tu dis, hein, effectivement. Là, la dynamique de déploiement des centres de données, elle est assez vertigineuse. On n'est pas les seuls à le dire, hein. Le gouvernement, dans la stratégie nationale bas carbone 3, hein, donc la dernière en date, dit que si on fait rien de spécial, la consommation électrique en 2050 pour les centres de données, ça pourrait atteindre une centaine de térawattheures. Donc pour ceux à qui ça parle pas, le parc nucléaire français, il produit chaque année entre 300 et 400 térawattheures pour toute l'économie française. Donc 100 TWh, c'est juste gigantesque dans un contexte où, on l'a dit, on va avoir les défis dont on vient de parler sur le système électrique, hein, devoir électrifier plein de choses avec un parc nucléaire vieillissant, etc. Donc 100 TWh en plus, c'est juste colossal. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on n'est pas pour zéro data center, on n'est pas pour zéro IA, ok, mais on est pour maîtriser ça. Et donc nous, typiquement, dans notre scénario, on se limite à, de mémoire, 35 TWh, donc c'est pas rien, voilà, mais c'est bien en dessous de ce qu'on aurait si on laissait cette trajectoire hors de contrôle. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement une question de consommation électrique dans l'absolu, c'est aussi une question d'accès au réseau. C'est-à-dire que dès maintenant, autant la consommation électrique, on peut dire c'est un problème à moyen long terme, autant là maintenant à court terme, on a un problème d'accès, de raccordement au réseau, qui est que les data centers préemptent à eux seuls près de la moitié des capacités de raccordement, des demandes de raccordement au réseau électrique. Et ça pourrait se faire aux dépens des industries qui ont besoin de s'électrifier pour se décarboner. Et donc là aussi, il pourrait y avoir un conflit d'usage. Il y a aussi des conflits d'usage sur le foncier ou sur l'eau que je développe pas. Mais voilà, donc il y a vraiment des conflits d'usage derrière cette dynamique de déploiement des centres de données. Et donc, il s'agit de la maîtriser. On comprend hein, que tous ces sujets de transformation de notre économie sont d'abord une question politique et de rythme, mais je pense toujours aux gens qui nous écoutent, qui écoutent ça dans le métro, en voiture ou dans leur cuisine et qui veulent agir, mais se sentent un peu dépassés. Si tu devais donner à ces personnes un horizon sur lesquels elles ont un levier, alors pas forcément le plus spectaculaire, mais le plus efficace, ce serait quoi à l'échelle individuelle et dans la trajectoire de ce rapport que vous avez écrit? Nous, on voit pas forcément principalement les choses sous l'angle de l'action individuelle. Tu vois, nous, on a une vision qui est plutôt systémique. On appelle plutôt les pouvoirs publics à mettre en place une planification ambitieuse. Maintenant, si ta question, c'est dans le cadre actuel, et qu'est-ce que peuvent d'ores et déjà faire les gens au niveau individuel? Alors là, évidemment, ça va dépendre. Tout le monde ne peut pas faire. Ça va dépendre de où sont localisés les gens, de leurs moyens financiers, etc. Mais clairement, remplacer sa voiture thermique par une voiture électrique, si possible par une petite voiture électrique, les gens l'auront compris. Ça, c'est très bien. Moins prendre l'avion. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est un enjeu qui est aussi majeur. Prendre davantage le train à la place de l'avion. Euh, Se chauffer, si possible, se chauffer à l'électrique et si possible avec une pompe à chaleur plutôt qu'avec une chaudière gaz ou fioul.
Voilà, réduire un petit peu sa consommation de viande, notamment de viande bovine. Voilà, ça c'est typiquement des choses qui permettent de jouer maintenant tout de suite à son niveau et d'aller dans le bon sens. Transport, logement, alimentation, ça fait écho à ce que tu disais sur le plan systémique. Clément Caudron était donc dans Solub, chef de projet transition robuste au Shift Project. Je mets dans la description de cet épisode le rapport avec les 20 chantiers détaillés pour réussir la transition selon vous. Et puisque nous avons en commun le plaisir d'être dans des podcasts ou de les écouter, je mets aussi dans la description le lien vers Time to Shift. C'est un podcast réalisé par les bénévoles des Shifters. Alors les Shifters, on en a parlé dans Solub, c'est une association qui œuvre à vos côtés, aux côtés du think tank de Shift Project, et qui propose donc Time to Shift, une émission qui revient sur les enjeux et les solutions pour un monde, je cite, libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. Merci Clément d'être passé dans cette émission. Merci à toi, Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.